Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette table ronde sur le co-développement de long métrage à l'international. Donc on va se concentrer sur les moyens dont dispose un producteur français pour co-développer à l'international. Donc, pour traiter de ce sujet avec nous aujourd'hui, on reçoit des professionnels du milieu. Donc, Georges Goldenstern, qui a été directeur général d'Arte France Cinéma et ancien président de la Ciné-Fondation de Cannes. Didar Doméry, fondatrice et productrice chez Maneki Film. Alejandro Arenas, producteur associé responsable des coproductions chez les Films du Warsaw, une société de production fondée par Sylvie Piala. Et Margot Lacoste, responsable Europe Créative Média au Relais Culture Europe. Donc bonjour à tous et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Alors, nous travaillons depuis quelques mois sur le développement des longs métrages. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous expliquer ce qu'est le développement ? Si vous pouvez, Didar, répondre. Est-ce que c'est que le développement dans d'un le long film ? métrage, oui, c'est ça. Par opposition au tournage et à la post-production. Oui, bien sûr. La phase de développement d'un long métrage commence d'abord par la rencontre entre un producteur, en tout cas de mon point de vue, entre un producteur et un auteur. Alors ça peut être entre un auteur qui vient me voir avec une idée de scénario, une idée de film, une idée d'adaptation d'un livre. Ça peut être tout simplement un scénariste ou ça peut être un scénariste réalisateur qui écrira lui-même son scénario ou alors qui fera appel à un autre scénariste et qui voudra juste le réaliser. Il peut y avoir plusieurs... et à partir du moment où il y a cette rencontre entre son univers, son envie de film et un projet bien précis entre moi, producteur, et l'auteur, on va entamer ensemble ce qu'on appelle cette phase de développement où je vais accompagner l'auteur dans son écriture qui peut prendre parfois en moyenne 2, 3, voire bien plus longtemps parfois. C'est vertigineux parfois la temporalité dans la production. Et à ce moment-là, moi, je vais en tant que pas simplement en tant que financier, mais accompagner cette étape d'écriture, de recherche et être ce qu'on appelle souvent en anglais un creative producer, où je vais vraiment lire chaque étape en fait d'écriture, me projeter dans l'idée du film avec l'auteur en question et réfléchir déjà à comment est-ce que ce film peut exister, aussi bien formellement, financièrement, et quelle peut être aussi sa place au moment où il va sortir en France et à l'international, comment est-ce qu'on va le lancer par ailleurs. C'est des choses qu'on imagine dès ce stade-là, au moment de l'écriture. Donc on peut développer d'abord un traitement, puis ensuite faire différentes versions de scénario, et à un moment donné décider ensemble que la phase de développement d'écriture est terminée, commencer à budgéter le film, caster le film et se projeter en fait dans la fabrication de ce film, et on se dira que le développement se termine là. Voilà, je ne sais pas si vous voulez... compléter. Bah oui. Oui, pour nous c'est un peu différent, mais en fait, les réalisateurs qui sont sélectionnés pour arriver à la résidence, très souvent n'ont pas de producteur. Donc c'est déjà, le premier point, c'est de leur permettre, dans un cadre qui est relativement agréable, de se consacrer complètement à l'écriture et de ne pas avoir d'autres soucis, puisqu'ils reçoivent une rémunération chaque mois. Le deuxième point, c'est en effet de leur trouver un partenaire financier, un producteur, puisque c'est important que le producteur soit au départ de l'écriture, puisque c'est avec lui que tout le travail s'effectuera par la suite. Justement, en parlant de la Ciné-Fondation de Cannes, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment elle s'est mise en place, de sa genèse et du besoin auquel elle répond ? En fait, la Ciné-Fondation qui n'existe plus, mais j'expliquerai pourquoi. En fait, c'est dans la continuité de ce que faisait le Festival de Cannes. Il y avait déjà la recherche de nouveaux talents avec la Caméra d'Or, avec les courts-métrages en compétition. Bon, il a été décidé d'aller un peu plus en avant. Donc ça a été la sélection des courts-métrages d'école dans un premier temps. Et puis ensuite, 2 ans après, ça a été la création de la résidence. Donc voilà comment elle s'est créée. Et puis ensuite, il y a eu l'atelier
qui est enfin autre chose encore. Donc, comme on vient de le voir, vous êtes un repéreur de talent. Il y en a eu beaucoup autour de vous. Comment vous faisiez pour les mettre en relation justement avec des producteurs, notamment français? Enfin, vous voulez que je vous parle aussi des repères de talent, enfin de la recherche? Oui, c'est ça. En fait, je me retrouve, oui. Je suis dans différents festivals, je suis dans différents jurys, enfin à l'étranger, et donc par ce biais-là, je repère enfin des réalisateurs dont les projets m'intéressent, et donc je leur demande de s'inscrire à la résidence. Pour chacune des sessions de la résidence, il y avait à peu près 300 candidatures, donc et 6 élus, donc c'est une sélection enfin très stricte, très dure. Donc c'était une façon pour moi déjà d'aller enfin les rechercher. Et il y a bien sûr les candidatures spontanées. Donc voilà pour ce premier point. Et le deuxième point, donc c'était les mettre en contact. En fait, il y a une fois qu'ils sont à la résidence, il y avait un accord qui a été fait avec le festival de Rotterdam. Donc ils faisaient partie avec leur projet du livre des projets de Rotterdam, du cinéma de Rotterdam, et donc ils rencontraient, comme on dit, le marché. Donc c'était déjà l'occasion, enfin, d'une première rencontre. Ça, c'était pour la session d'hiver, et pour la session d'été, c'était avec le festival de Locarno. Ils sont invités, enfin, la Film Academy à Locarno, et donc pendant 10 jours, ils sont là, et les 2 sessions se retrouvent à Cannes. Ce qui est à Cannes, il y a une présentation de leur projet sur je ne sais pas comment on l'appelle, le stand du CNC ou le village CNC, enfin, devant des producteurs, distributeurs, etc. Donc c'est aussi enfin l'occasion pour eux. Enfin, pour la session d'hiver, c'est un peu plus facile puisqu'ils ont déjà eu des rencontres. Pour la session d'été, enfin qui vient d'arriver, c'est le démarrage pour eux. Donc voilà, c'est enfin la façon enfin pour eux de rencontrer des producteurs, de prendre date pour la suite, français et étrangers. Donc, comme vous le disiez, il y a des marchés de producteurs, et il y avait vraiment une différence entre les marchés de producteurs et les résidences. C'est ça? Oui, enfin les marchés. J'aime pas trop le thème marché. En fait, beaucoup de festivals ont mis en place une sélection de projets qu'ils présentent enfin aux producteurs qui sont invités. Par exemple, moi, pour repérer, enfin pour l'Asie, j'allais à Busan. Pour l'Amérique latine, j'avais pas le temps d'aller en Amérique latine. C'était enfin c'est sympathique, mais donc c'était San Sébastien et Toulouse. Pour les films européens, c'était Angers. Donc, en faisant le tour d'un certain nombre de festivals choisis, parce que je savais qu'il y a une bonne sélection, j'arrive à trouver enfin des réalisateurs qui peuvent être intéressants par la suite. Très bien. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'aspect labellisation que peuvent apporter ces... L'aspect labellisation. Par exemple, le Torino Film Lab, il y a certaines résidences qui sont peut-être plus prestigieuses que d'autres et qui permettent après aux producteurs de se dire que c'est un projet qui vaut le coup de produire, ou même aux organismes tels que le CNC ou Média de se dire ok, ça c'est un projet à qui on va confier notre argent parce qu'on sait que ce sera de la qualité. Oui. La Ciné Fondation, Festival de Cannes. Donc ça, en effet, les 6 réalisateurs qui sont sélectionnés pour chacune des séances, ça les met tout de suite en lumière. Et il y a un site en plus qui permet à toute personne intéressée d'aller sur le site et de consulter enfin les projets qui sont présentés sur ce site. Donc pour eux, c'est vrai que c'est facile. C'est plus évident. Les personnes sont plus attentives puisque je voyais que côté américain, par exemple Sundance, j'avais aucun contact avec eux, mais très souvent ils proposent à des réalisateurs qui se trouvent à la résidence de venir au Sundance Lab, Script Lab. Donc
ils sont mis en lumière. Oui, il faut dire aussi que peut-être qu'il y a aussi des prix, souvent dans ce type de marchés, des festivals. Il y a aussi des prix qui sont parfois très généreux. À Berlinale, tu peux te retrouver avec un prix hors image de 50 000 € pour le développement du film, ce qui met encore plus en lumière du coup les projets qui sont sélectionnés parmi la sélection déjà faite par le festival ou le marché. Donc c'est une bonne manière de le promouvoir. Merci beaucoup. Margot Lacoste, et qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que certains projets sont mieux accueillis par l'industrie du cinéma en sortant de certains marchés ou certaines résidences? Je pense que l'un des objectifs principaux de Média, donc programme de la Commission européenne, ça a été d'essayer de structurer et d'accompagner le développement du secteur européen, et notamment a beaucoup investi dans ce type d'initiative. Donc on y croit beaucoup, que ce soit au niveau de l'écriture, Torino Film Lab par exemple, ou le groupe Ouest dans le Finistère, qui a un développement international très important, et bien sûr aussi tous les marchés, rencontres de coproduction. Donc ça c'est vraiment en fait l'espace principal d'investissement de médias dans l'écosystème européen, c'est vraiment de structurer le marché autour de ces places fortes. Donc oui, on y croit. Puis après, au niveau du financement direct, au niveau du développement, il ne faut pas se cacher les choses. C'est des financements qui sont très restreints au niveau de ce qu'a besoin le secteur audiovisuel. Et donc, Média cible fortement en fait, les soutiens pour les producteurs, productrices sur le développement qui ont résolument besoin de se développer avec une approche internationale, donc notamment par le biais de la coproduction. Et bon, là, ça sera peut-être à vous de le dire, mais je crois que si on est soutenu en développement sur Média, je pense que ça peut être aussi un gage de qualité au regard de la concurrence. Mais comme tout financement sélectif, la concurrence est quelque chose d'important à prendre en compte. Mais peut-être pour convaincre de futurs financiers ou distributeurs, ça peut être quelque chose qui peut vous aider aussi sur le fait d'avoir ce type de soutien. Moi, je peux rajouter juste une chose aussi. Tous ces labels dont on parle, enfin tous ces lieux de développement, que ce soit la Ciné Fondation, le Torino Film Lab, le groupe Ouest, les marchés de coproduction, mais d'abord les workshops et les résidences, c'est d'abord un endroit d'accompagnement en fait pour les auteurs, où ils peuvent vraiment progresser sur leur projet. Le fait d'avoir été sélectionné par l'œil averti, par exemple, de Georges. Et d'ailleurs, je salue encore une fois le travail de Georges qui est vraiment incroyable. Combien de temps tu peux me dire combien de temps tu as fait la Ciné Fondation? Alors, plus d'une vingtaine d'années, oui. C'est énorme. C'est-à-dire que le nombre d'auteurs, l'incubateur incroyable qu'a été Georges pour nous, les producteurs, puisque, évidemment, quand on parle de labels de qualité, lorsque Georges a sélectionné des auteurs, on se dit qu'il faut absolument qu'on se penche sur le cas de ces auteurs et qu'on lise qu'ils ont. Il y a tellement d'auteurs, tellement de projets partout. La Ciné Fondation, le Torino Film Lab, le groupe Ouest, tout ça, ce sont des gages de qualité, puisqu'il y a une présélection très, très forte qui est faite à l'entrée, en fait, de ces résidences et de ces workshops. À l'intérieur, non seulement ces auteurs vont être accompagnés, mais ensuite ils vont se frotter aussi à la réalité du marché. Donc c'est un pas immense pour ces auteurs. Donc pour nous, producteurs, s'intéresser à ces auteurs ou envoyer nos auteurs là-bas, c'est vraiment un outil important, quoi. Oui, puis l'aide au développement, c'est vrai que c'est très important, puisque ça leur permet, enfin en tout cas, d'avoir recours, si nécessaire, à un co-scénariste, enfin, en tout cas d'avoir des éléments en plus pour préparer le scénario. Oui, et je pense que c'est aussi important quand toujours la première aide qu'on reçoit est une des plus importantes, parce que les restes se déclenchent un peu plus facilement, mais il y a toujours un pas un peu timide d'être un peu le premier à s'engager sur un projet. Donc c'est vrai que quand tu reçois une aide conséquente comme celle qui peut être Média ou d'autres aides, c'est toujours un peu voilà, l'aide qui déclenche un peu le reste des aides qui vont venir derrière, qui parfois attendent d'avoir quelqu'un qui fait un peu le premier pas. Donc c'est toujours voilà, très important d'avoir une aide comme au développement. Le financier est très important, mais le label Média voilà, peut apporter un projet qu'on commence, nous, à présenter au marché, est très forte. Quand quelqu'un voit qu'on est en train de développer avec le soutien de Média, non seulement pour nous c'est vital de manière du point de vue financier, mais aussi ce label de qualité, puisque par ailleurs, Média aussi a des process de sélection très fortes, quoi. Merci beaucoup. Alejandro, vous travaillez chez les Films du Vorceau, qui a
qui a fait une quarantaine de films depuis 2003, avec des réalisateurs du monde entier. Est-ce que vous y trouvez le même intérêt qu'un producteur qui débute dans ses marchés, ses résidences? Voilà. Qu'est-ce que ça change, par exemple? Le même intérêt de quoi? C'est-à-dire que, qu'est-ce que, en tant que producteur qui travaille dans une société qui a produit beaucoup de films, est-ce que vous y allez pour les mêmes raisons qu'un producteur qui débute dans ces marchés de coproduction, par exemple? Dans les cadres de l'international? C'est ça. Alors, moi, pour vous expliquer un peu plus mon parcours, moi j'ai commencé à travailler au film de Warsaw il y a une dizaine d'années. Et petit à petit, on est une structure de 6-7 personnes, donc ça reste une société indépendante d'une taille correcte pour la production française. Et petit à petit, j'ai vu qu'il y avait une capacité de développer des projets étrangers qui ne se tamponnaient pas avec nos projets français. C'est-à-dire que nous, on peut prétendre, on peut produire des films français comme Xavier Beauvois, comme André Téchiné, comme voilà, plein de réalisateurs avec lesquels on travaille, avec lesquels Sylvie travaille très souvent, Alain Guiraudy. Et à un moment, on avait ponctuellement quelques collaborations à l'étranger, et je propose à Sylvie de commencer à repérer ces auteurs à l'étranger, donc dans des marchés comme la Berlinale, comme la résidence de la Ciné-Fondation, comme Saint-Sébastien. Et donc du coup, ça nous a permis de produire plus de films par an. On peut pas aller, on ne va pas au même guichet quand on produit un film français où on va à l'avance sur recette que quand on va à Cinéma du Monde. Donc ça nous permettait de s'engager sur de nouveaux projets, de développer en plus des relations qui sont extraordinaires, parce que c'est pas la même collaboration avec un cinéaste français sur lequel on est depuis le début que quand on vient collaborer avec quelqu'un qui a déjà un développement entamé. Et donc du coup le rapport créatif est aussi différent et très riche, mais du coup c'est assez complémentaire avec le travail qu'on fait sur le film français. Donc ça nous a permis du coup de déployer ça. Donc j'ai la chance du coup de travailler avec quelqu'un comme Sylvie et de m'occuper de ça avec elle, donc de piloter vraiment cette partie internationale, mais j'ai un plaisir à le faire avec elle. Donc la différence avec quelqu'un qui débute, qui le ferait tout seul, nous peut-être on a une structure qui nous permet, une structure un peu plus solide et plus identifiée des partenaires étrangers, un accès peut-être à des partenaires différents, un carnet d'adresses qui permet d'aller plus vite, peut-être sur certains aspects. Mais voilà, donc ça c'est un peu la grande différence. Mais... Ok, merci beaucoup. Donc vous allez être producteur délégué du prochain film d'Alexandros Savranas, qui est de nationalité grecque. Ce sera une coproduction tournée en Suède. Comment est-ce que vous allez chercher des coproducteurs dans un cas comme celui-ci? Alors là, c'est un film très très particulier parce que c'est un réalisateur grec qui est venu chez nous pour qu'on le produise en délégué. Ça veut dire que c'est pas un coproducteur grec c'est pas un producteur grec qui développe ce projet qui est venu vers nous. Sinon, il est venu directement chez nous parce que c'est un projet qui se tourne en Suède. Parce que l'histoire se passe en Suède, c'est l'histoire d'un syndrome très particulier qui a lieu en Suède. Et donc, comme c'est un projet en anglais, il a vu Eldriver, qui était son vendeur international. Eldriver, qui n'a pas la capacité de produire, est venu chez nous pour qu'on le coproduise ensemble. Et donc, on s'est retrouvé producteur délégué d'un projet d'un réalisateur grec tourné en Suède, en anglais et en russe. Ce qui était une combinaison un peu particulière, mais très excitant. C'est un défi. Donc, du coup, il fallait trouver forcément des coproducteurs russes à la base, avant la guerre. C'était développé avant la guerre, on a obtenu. Et donc après, on devait chercher des producteurs en Suède, des producteurs en Estonie, parce que tourner en Suède, c'est très cher et très compliqué. Donc du coup, on va tourner quelques semaines en Suède, mais une grande partie de tournage en Estonie. Donc, par exemple, je suis allé pour l'Estonie pour trouver des bons partenaires dans le pays balte. Et je suis allé au festival de Tallinn Black Nights, avec le projet. Du coup, je me suis inscrit avec le projet. Donc, du coup, ça m'a permis de rencontrer quels étaient les meilleurs pays baltes pour aller tourner ce film. L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, pour identifier qu'est-ce qu'ils proposaient chacun de ces pays, parce que c'était quelque chose de très méconnu. Parce qu'à la limite, il y a d'autres festivals sur lesquels on n'a pas forcément besoin d'aller chercher un vendeur à l'étranger, parce que
Heureusement, en France, on en a plein et on en connaît beaucoup. Donc, on n'a pas besoin de faire la tournée des vendeurs dans un marché. Mais pour le coup, pour des producteurs baltes, c'était un peu plus compliqué. Après, je suis allé aussi avec les projets à EAV, qui est une formation qui Didar connaît très bien. Et une formation adressée à des professionnels du secteur. Donc, tu peux t'inscrire avec un projet. Et donc, ça te permet aussi de rencontrer des producteurs du monde entier dans lesquels tu travailles tout au long de l'année et tu développes ça. Donc, le projet a fait partie de là. Donc, du coup, ça m'a permis, par exemple, EAV m'a permis de rencontrer une productrice, une line producer, comme on dit en anglais, une productrice exécutive qui s'occuperait de mettre un peu d'ordre dans cette coproduction à 5 pays, qui aujourd'hui a un producteur en Suède, un producteur en Estonie, en Grèce, en Allemagne, en France et en Turquie. Donc, et qu'on a déposé à Média. Et voilà. Donc, voilà, je sais qu'elle peut rien faire pour l'aide, mais en tout cas, voilà, c'est un peu un exemple. Voilà, donc voilà, donc il y a parfois ça va venir de producteurs qu'on connaît parce qu'on connaît quelqu'un qui nous conseille, un producteur en Suède, ou ça peut venir de faire carrément du repérage sur le terrain, comme un marché de coproduction, ou voilà, ça peut venir de plusieurs endroits. Du coup, Didar, c'est un peu le même genre de question. En prenant l'exemple du film El Presidente de Santiago Mitre, qui a été sélectionné à Cannes dans la section Un certain regard en 2017, vous avez coproduit le film avec une société espagnole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est fait ? El Presidente, c'est intéressant, mais ce qui est intéressant surtout, c'est ma relation en fait à Santiago Mitre. Pourquoi est-ce que j'ai produit 3 films de Santiago Mitre, son deuxième film qui s'appelait Paolina, El Presidente, et récemment Petite Fleur. On s'est rencontrés parce que je produisais à l'époque un film de Pablo Trapero, et qui est un réalisateur argentin, assez reconnu aussi. Et Pablo Trapero m'a présenté ces 3 auteurs avec lesquels il écrivait ses scénarios à l'époque, dont Santiago Mitre faisait partie. Et Santiago tournait son premier long métrage. Et il me l'a montré quand le film était terminé. Et j'étais très impressionnée par son travail. Et très vite, je lui ai dit que j'avais très envie de travailler avec lui sur son prochain. Et il m'a donc présenté la productrice argentine avec laquelle il travaillait, avec laquelle il avait monté une société en Argentine. Et on s'est dit dès le départ qu'on allait co-développer le film ensemble, dès le traitement. Et que je ferais partie en fait déjà de cette phase de création comme si c'était un auteur à moi. Et donc on a co-développé ce film ensemble. Il y a eu un autre partenaire brésilien, la société de Walter Salles ensuite. Et donc ça a été une aventure très forte. Le film était sélectionné à la Semaine de la Critique. On a gagné le Grand Prix de la Semaine de la Critique cette année-là. Et le film a fait le tour du monde des festivals. Et l'a positionné, lui, en tant que le nouveau réalisateur à suivre en Argentine et à l'international. Et pendant le processus de post-production de Paolina, on réfléchissait déjà au prochain, qu'on avait envie déjà de co-développer ensemble. Et donc, et d'ailleurs, ce film-là, grâce à l'aide de Média, puisque c'est un film que j'avais initié en fait avec le réalisateur, où je l'avais engagé en tant que scénariste, où j'avais engagé aussi son co-scénariste à l'époque. On a pu le développer pendant des années avec ma partenaire en Argentine. Et une fois qu'on a développé le scénario, on a proposé de pitcher en fait ce scénario à un marché international. C'est bien parce que tout fait un petit peu sens. On a été sélectionné aux ateliers de la Ciné-Fondation, ce qui était formidable puisque on a eu le prix d'Arte International cette année-là. Ce qui nous a permis d'ailleurs d'avoir par la suite, ce qui n'est pas toujours oublié comme ça, mais on a eu Arte comme partenaire sur le film. Donc ici autour de la table, grâce à Média, grâce à la Ciné-Fondation, ce film a pu voir le jour beaucoup plus vite. Puisque c'est pendant d'ailleurs le pitch à Cannes
de El Presidente, qu'on s'est aussi mis d'accord avec Memento pour être notre partenaire en France. Le partenaire espagnol, il est arrivé bien plus tard, en fait. Il est arrivé beaucoup plus tard. Le partenaire espagnol n'était pas du tout là au moment du développement. Et l'autre partenaire argentin, qui a énormément investi sur le film, KNS, ces deux-là sont arrivés bien après que le film ait été développé, en fait. Une fois que le film était développé, casté et qui sentait très très bon, ils sont arrivés pour investir dans le film et coproduire le film avec nous. Et le film donc, a été montré à un certain regard et a aussi beaucoup voyagé, a été un grand succès aussi bien en France que dans les pays dans lesquels il est sorti. Et à nouveau, pendant la phase de développement, de post-production de ce film-là, on réfléchissait déjà au prochain. Et là, cette fois-ci, c'est un cran encore au-dessus. Santiago m'a parlé d'un livre qu'il avait très envie d'adapter, qui était écrit par un auteur argentin, qui s'appelait « Petite fleur, jamais ne meurt ». Et qu'on a eu très envie de développer ensemble. Et on s'est même dit, pourquoi est-ce qu'on ne le transposerait pas en France ? Et ce serait peut-être pour toi un pas pour sortir un peu de ta zone de confort et d'aller explorer autre chose. Et par ailleurs, il commençait aussi à explorer un autre genre dans El Presidente. Il flirtait un peu avec le genre. Et donc, ça faisait beaucoup de nouveaux défis pour lui. Changer un peu de genre, changer de pays, changer de langue. Et donc, on a décidé, et là, j'étais vraiment la productrice principale du film, mais toujours en amenant la société argentine comme partenaire. Je suis aussi allée chercher un partenaire en Espagne, un partenaire en Belgique, et on a tourné le film en France, en coproduction avec tous ces pays, et le film a été majoritairement en français. Et d'ailleurs, il est sorti au mois de juin en France. Donc, ça fait plusieurs sortes en fait de coproduction possibles et de co-développement, etc. Voilà. J'étais un peu long, peut-être. Merci beaucoup. Je m'adresse surtout aux producteurs. Est-ce qu'il vous arrive de rencontrer des difficultés à concilier les aspirations économiques et artistiques de tous les partenaires du film ? Donc là, par exemple, Didar, de votre partenaire en Argentine. Pardon, vous pouvez répéter la question ? Est-ce que ça vous arrive de rencontrer des difficultés à concilier et prendre en compte toutes les aspirations économiques et artistiques de chacun de vos partenaires ? En fait, c'est un pacte dès le départ. Hein. C'est pour ça que la recherche de partenaires est très importante. Et c'est pour ça que quand Alejandro disait oui, je vais demander un peu autour de moi, dans mon réseau, typiquement le réseau EAVE, qui est en fait un workshop pour des producteurs européens et à l'international, dans lequel je suis groupe leader, qui est aussi un endroit où moi je vais chercher des partenaires dans des pays que j'ai jamais explorés, ce qui a été le cas par ailleurs sur un film que je devais tourner en Géorgie. Je ne connaissais pas du tout de producteur géorgien. Dans ce cas-là, j'appelle des gens de mon réseau AVE, je leur dis mais est-ce que vous connaissez un producteur géorgien de confiance, etc. Donc c'est comme ça que j'avais trouvé le mien. Quand on cherche un producteur, on le cherche soit pour une raison financière, soit pour une raison artistique, parce qu'on a besoin d'aller tourner dans un pays en particulier. Et dans ce cas-là, on arrive avec des demandes bien précises. Ou alors, on co-développe avec un partenaire, ou on coproduit avec lui, parce que c'est lui qui a initié le projet et qui a développé le projet avec l'auteur. Et dans ce cas-là, ça dépend dans quelle position on est. Soit on veut faire partie de ce projet en tant que coproducteur, et dans ce cas-là, on dit ce qu'on peut apporter au projet et quelles sont les conditions en fait de cette collaboration. Il faut qu'il y ait des dépenses en France, il faut qu'il y ait peut-être des talents qui soient engagés et qui viennent de France, parce qu'on a des financements en France conditionnés à des dépenses et aussi à l'accompagnement de talents et de techniciens français. Ou alors si c'est nous qui allons dans des territoires chercher quelque chose en particulier, que ce soit juste une coproduction financière de l'argent, ou alors on a besoin de tourner dans des décors particuliers, on arrive avec des demandes, et donc c'est nous qui donnons un petit peu le là en fait de cette collaboration aux producteurs, à qui on va s'adresser comme un coproducteur officiel ou alors comme un producteur exécutif.
Et voilà, il faut qu'il y ait un pacte dès le départ et que ce soit bien clair. Il peut y avoir des problèmes si on n'est pas en phase, il peut y avoir des problèmes si il y a un partenaire malhonnête. Enfin, c'est comme toutes sortes de collaborations. Il y a un contrat moral et financier au départ. Après, il est respecté ou pas, quoi. Oui, je peux juste rajouter que c'est vrai que peut-être le plus compliqué de ce type de coproduction, c'est parfois, je trouve que c'est la distance qu'on est souvent à se parler au téléphone, à être en Zoom. Et en fait, je pense que dès qu'on est face à face, tout est beaucoup plus simple, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que souvent, moi, je me retrouve avec une productrice ou des producteurs à l'étranger, que ce soit en Suède ou en Allemagne, que tout peut paraître assez froid parfois quand on doit vraiment mettre en place tout en coproduction avec eux. Mais il suffit qu'on se croise dans sa marché, on se voit enfin à Cannes pour se voir en vrai, et ça change tout. En fait, on se rend compte que c'est le métier on fait ces métiers aussi parce qu'on aime ces rapports humains. Donc voilà, parfois si on se concentre juste sur la partie financière, de dire ok, le crédit d'impôt va faire ça, donc tu vas récupérer. Donc parfois c'est des négociations un peu compliquées. Et quand tu n'as pas des rapports humains avec cette personne, parce que c'est la première fois que tu collabores, et du coup tu t'appelles juste pour des questions très concrètes, parfois c'est un peu compliqué, ça manque du coup cet aspect humain. Donc pour moi c'est un des éléments un peu plus compliqués, plus intéressants à développer dans les coproductions, c'est justement ces rapports humains qui changent un peu la manière de travailler, parce que c'est pas comme quand on est en France et on a quelqu'un, voilà, on a notre réalisateur qui vient au bureau, on a notre directeur de production, on maîtrise un peu tout. Quand on travaille sur une coproduction qui se passe à l'étranger, là par exemple sur les cas que je vous ai racontés des 5-6 pays, je me rends compte que tout change quand en fait tout le monde se voit en vrai. D'un coup, tout ce qui était hyper problématique, d'un coup, ce n'est plus un problème, parce qu'en fait on arrive à trouver des solutions. Donc c'est important. D'où l'importance de travailler avec des gens qu'on connaît. Donc après, ça devient très précieux d'avoir un réseau de coproducteurs à l'étranger qu'on a déjà expérimenté dans une réalité de film qui peut être assez longue d'ailleurs. Hein. C'est comme des mini-mariages qui peuvent être minimum de 3 ans. Donc il faut quand même s'entendre avec ces gens-là. Et à partir du moment où ça marche et qu'on est vraiment en phase et qu'on a compris nos différentes méthodes de travail, après c'est fantastique de se dire je vais retravailler avec ce producteur-là en Belgique, avec celui-là au Danemark, celui-là en Argentine. Ça devient une sorte de famille de coproduction et c'est extrêmement précieux. Oui, parfois on trouve même des excuses pour retravailler avec un coproducteur. Non, mais vraiment, là, nous, on a travaillé avec Luis Urbano au Portugal, qui est quelqu'un d'extraordinaire, et on attend qu'il nous propose un nouveau projet. C'est nous qu'on a tourné le film de Céline Devaux, Tout le monde aime Jeanne, au Portugal, mais l'expérience humaine était tellement extraordinaire qu'on attend que de trouver de nouveaux projets sur lesquels travailler ensemble. Donc parfois, ça peut être même à l'inverse. En fait, c'est pas les projets qui à l'origine, c'est vraiment l'occasion de retravailler avec quelqu'un. Merci beaucoup du coup pour ces réponses. Alors on connaît quasiment tous les aides du CNC, mais peut-être qu'on connaît un peu moins les aides de médias. Est-ce que Margot, vous pouvez nous parler un peu de l'institution et des aides qui sont proposées ? Oui. Donc, le programme média déjà est regroupé dans un plus grand programme qui s'appelle Europe Créative, qui est le programme dédié à l'ensemble des actions culturelles et créatives, industrie culturelle et créative en Europe. Et Média a la particularité d'être un volet spécifiquement dédié à l'audiovisuel. L'idée principale de Média, quand c'est né il y a un peu plus de 30 ans, c'était de permettre à la circulation de films européens, notamment en dehors de leur territoire. Donc on a des financements qui sont assez structurants, on va dire, notamment pour les producteurs ou vendeurs, pour leur permettre d'accueillir des films européens non nationaux. On a également des financements assez structurants pour la salle à travers un réseau qui s'appelle Europa Cinéma, qui soutient de très nombreuses salles en Europe qui s'engagent du coup à avoir une programmation assez fortement européenne. Et comme je vous le disais aussi, il y a beaucoup de financements qui sont axés plutôt sur le côté écosystème, donc des festivals, les marchés. Quasiment tous les marchés, training, réseaux qu'on a cités sont financés par Média.
Et après, il y a quelques appels, parce que les médias fonctionnent par ce qu'on appelle des appels pour les soutiens, qui sont dédiés directement aux producteurs pour qu'ils puissent développer leur projet. Donc ça, pour vous dire que la principale action de médias est plutôt tournée sur les questions dédiées à l'écosystème du secteur, et que l'investissement direct en développement n'est au final qu'une toute petite partie de l'activité de médias. Donc il y a des financements qui sont dédiés aux producteurs, principalement sur le développement, historiquement, parce qu'il y a un autre dispositif au niveau européen qui s'appelle Eurimage, qui est un dispositif qui est porté par le Conseil de l'Europe, une autre institution européenne, qui soutient les films de long métrage au stade de la production, donc pour les coproductions européennes. Lorsque Média s'est développé, du coup, on s'est plutôt positionné sur du développement, avec l'idée de soutenir plutôt du développement orienté sur des projets qui ont vocation à être des coproductions européennes, et maintenant qui ont vocation à être ce qu'on appelle des co-développements, donc typiquement le film que vous développez à 5. Donc pour cela, en fait, on a plusieurs types de financement. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que ça ne concerne pas uniquement le long métrage de cinéma. Le dispositif est également ouvert en fait à l'ensemble des œuvres audiovisuelles, fiction, animation, documentaire, unitaires ou séries. Également maintenant les œuvres non linéaires, ce qui fait aussi qu'on a de plus en plus de sociétés de production qui sont amenées à déposer à Média par le fait qu'on a de plus en plus de types de projets qui sont éligibles sur cet appel. Donc ça, vous pouvez être soutenu sur un appel qui s'appelle le co-développement. Donc c'est typiquement le cas que vous avez présenté. On est plusieurs producteurs européens qui s'associent pour co-développer un projet, et on dépose ensemble notre candidature et on est financé là-dessus. Le deuxième cas de figure, on est une structure de production qui souhaite se développer à l'international et qui est en mesure de présenter plusieurs projets en développement. C'est ce qu'on appelle le slate. Donc on présente un catalogue de projets de plusieurs œuvres. Et il y a une dynamique de stratégie d'entreprise qui est aussi à développer. Donc Didar, vous l'aviez obtenu, je crois. Et le troisième dispositif est lui au stade de la production, mais uniquement pour la production des œuvres télé, donc typiquement des séries, animations ou fiction, ou des documentaires. Là, on est plutôt sur des unitaires qui permettent de soutenir les œuvres, là aussi, dans des logiques de coproduction européenne au stade de la production. Peut-être pour revenir un petit peu sur le développement, ce qui est intéressant chez les médias, c'est qu'on regarde bien sûr l'artistique, mais on scrute aussi beaucoup le travail du producteur. Et on va regarder quelle est sa stratégie de financement, comment il va développer, pourquoi, avec qui, quel marché il va viser pour pouvoir obtenir tel partenaire, quel distributeur, vendeur il va pouvoir s'associer avec pour pouvoir aussi après penser au maximum sa stratégie de distribution. Même si on est en train de développer, Média souhaite savoir où peut aller le film par rapport au marché qu'il va viser, et donc du coup faire en sorte d'accélérer en quelque sorte l'audience potentielle du film. Donc ça, c'est peut-être aussi un peu la particularité de Média, c'est qu'au-delà de l'importance du travail artistique, c'est vraiment scruter le travail du producteur sur cette phase de développement. Et l'autre phase, c'est qu'une fois qu'on est soutenu, là pour le coup, il n'y a pas de question de dépenses en France, d'avoir des techniciens, etc. Là pour le coup, ce sont des financements, des subventions, donc ce ne sont pas des avances remboursables. Donc l'idée aussi, la philosophie, c'est vraiment d'accompagner le producteur, la productrice dans sa prise de risque au stade du développement, sachant qu'en Europe, les aides au développement sont assez difficiles. En France, on a la chance d'avoir des dispositifs très structurants. Ce n'est pas forcément le cas pour tous les pays et pour toutes les filières. Et du coup, avec cette politique d'aider la production à l'international, surtout au niveau européen, est-ce que vous voyez des résultats concrets, aussi bien financièrement que du point de vue du rayonnement culturel des sociétés de production qui, du coup, s'européanisent ? Je pense que déjà, il y a le fait de pouvoir accompagner les producteurs au stade du développement, ça leur permet aussi de prendre plus de risques et donc du coup de développer leur capacité de travailler à l'international. Notamment pour les raisons d'aller travailler peut-être avec des marchés qui ne sont pas capables de financer, notamment sur du développement, de se dire avec Média peut-être qu'on peut le faire, et pas uniquement au niveau européen, mais aussi vraiment au niveau international. Peut-être qu'après,
l'impact va être peut-être le plus fort vraiment au niveau de la structuration de réseau, et les échanges d'aujourd'hui me le confortent par rapport à l'importance de dispositifs comme AVE ou ACE par exemple, qui font qu'on arrive à avoir vraiment un réseau en confiance qui est aussi assez accessible, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des politiques pour faire en sorte que tous les producteurs de tous les territoires européens puissent accéder à ces financements avec des systèmes de bourse, etc. Donc c'est pas entre guillemets un club fermé, je crois que c'est au contraire des clubs des réseaux qui accueillent beaucoup de nouveaux entrants avec une volonté d'accompagner les talents émergents, y compris chez ceux qui font les films, les producteurs, des distributeurs, etc. Et ça c'est intéressant pour développer les compétences en fait des professionnels européens de l'audiovisuel à travailler en Europe mais aussi à l'international. Merci beaucoup. Didar, pour votre film Sous les figues, vous avez justement reçu une aide de médias. En tant que producteur, comment on constitue le dossier et comment ça se passe à ce niveau-là? On n'a pas reçu d'aide de médias pour Sous les figues, c'est pas nous. Peut-être sur la distribution, en fait. C'est celle-là dont vous parlez. C'est l'aide pour les distributeurs. C'est pas un film qu'on a développé avec médias. Avec Sous les figues, en fait, d'Erij Zehiri, qui est un film tunisien. C'est une réalisatrice que j'ai rencontrée dans un événement qui était organisé en Tunisie pour les femmes du monde arabe, les femmes réalisatrices du monde arabe, où je faisais une intervention en tant que productrice. Et l'idée, c'était de passer plusieurs jours avec elles et d'écouter toutes leurs problématiques en tant que réalisatrice, chacune dans son pays, et d'essayer en fait de les conseiller et de leur donner des idées, etc. Et j'avais rencontré Erij à cette époque-là. D'ailleurs, c'était passionnant ces 3-4 jours en compagnie de toutes ces réalisatrices. Elles ont fini d'ailleurs par former une sorte d'association qui s'appelle Sister in Films pour justement s'aider. Puisque c'est très difficile pour elles de trouver les bons partenaires, de développer dans leur pays, surtout dans ces pays-là. Et Erij m'a contacté 2 ans plus tard, justement pour son projet Sous les figues. Elle a un statut un peu particulier, puisque elle a grandi en France, mais vit en Tunisie depuis 10 ans. Elle est d'origine tunisienne. Elle a créé une société de production en Tunisie, où elle produit et elle réalise. Elle avait réalisé un documentaire, mais elle avait produit aussi d'autres auteurs. Et ce projet-là, c'est elle qui l'avait initié en tant que productrice. Donc elle est vraiment venue me chercher pour l'aider en fait à mener à bout son projet. Et donc moi je suis intervenue après qu'elle ait initié ce projet-là. On l'a pas co-initié ensemble, mais très vite c'était une collaboration très étroite et une aventure humaine extraordinaire. Et ce film est un petit miracle d'ailleurs. Aussi bien dans sa fabrication, dans la réception de ce film à l'international, et on est parti de pas grand-chose, puisqu'elle avait initié ce projet sur fonds propres. Elle avait même demandé de l'argent à ses proches, à ses parents. Et ensuite, quand moi et Palmyre Badinter, qui est la productrice qui avait travaillé avec elle sur son documentaire, on a décidé d'accompagner Erij, on a décidé d'investir en fonds propres nous-mêmes pour essayer d'avancer avant même de commencer à financer le film. Et ensuite, on a eu plein de partenaires qui sont arrivés, plein de fonds partout. Et par ailleurs, ce qui s'est passé aussi d'assez étonnant avec ce film, qui n'était pas du tout évident sur le papier, c'est qu'en montrant des images de ce film dans un autre endroit intéressant aussi, dans une section de Working Progress du Festival de Venise, en montrant des images du film pas du tout terminé, on a eu 8 prix de post-production, ce qui nous a aidé dans une toute petite économie. Le film est un budget de 300 000 € à couvrir une bonne partie de notre post-production. On a été aussi sélectionné dans la section Working Progress du festival de Marrakech, qui est une section qui s'appelle l'Atlas, et qui a été clé aussi pour nous, puisqu'on a gagné à nouveau le prix de post-production là-bas, et on a rencontré et on a initié des conversations avec des distributeurs. C'est là où on avait eu déjà un intérêt, un enthousiasme de notre distributeur français Jour de Fête. Bien avant, un vendeur international était monté sur le projet, Luxbox, et grâce à ces aides, non seulement on a pu
couvrir une bonne partie du coût de la post-production, mais en plus, on a été très identifié déjà à l'international, et on avait planté l'idée que ce film-là arrivait et qu'il pouvait être intéressant. Et une fois que le film est terminé, on l'a montré aux différentes sections de Cannes. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de discussions entre toutes ces différentes sections, et on a montré le film à la quinzaine des réalisateurs, là, cette année, et le film a été vendu dans énormément de pays à l'international, a été choisi pour représenter la Tunisie aux Oscars, et est sorti en France la semaine dernière, et a fait le tour de la planète des festivals. Donc il rayonne vraiment beaucoup, et on gagne des prix dans pas mal d'endroits. Et évidemment, c'est un film qui a changé aussi la vie de tous les acteurs non professionnels qui apparaissaient dans un film pour la première fois de leur vie. Donc tout ça est extrêmement fort, extrêmement joyeux. Et donc on a déjà l'idée de travailler ensemble avec Erige, mais cette fois-ci, ce sera différent. On va initier ensemble le film dès le départ, et mon développement va être différent en fait. Voilà. Oui, du coup, pour constituer vos dossiers pour les différentes aides, donc soit médias, soit les aides du CNC, comment vous vous y prenez, comment vous réfléchissez à la constitution du dossier? Un dossier, eh bien, on peut appeler Margot, par exemple. Surtout pour médias, parce que c'est médias, Oui, c'est pour peut-être un des plus gros dossiers du cinéma, je pense. C'est un dossier très technique, donc je pourrais l'expliquer un peu mieux, mais c'est un dossier qui demande beaucoup de détails. C'est très technique, et donc moi je pense que honnêtement, à chaque fois qu'on l'a préparé, ça demande le travail de 2 personnes à temps complet pendant un mois, normalement. Ça, je pense que ça gère pas. En tout cas, Media Slate, avec 3 projets. Et en tout cas, ça nous a pris ça, et ça n'a pas suffi pour l'avoir. Et donc, après, peut-être qu'on est nul, mais en tout cas, c'est un dossier très complexe à préparer. Il y a d'autres dossiers beaucoup plus simples qui considèrent pratiquement le scénario. Donc, comme c'est le cas des cinémas du monde, où dans la première étape, quand tu déposes au CNC, l'aide au cinéma du monde, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment l'aide qu'on peut prétendre au CNC pour des films tournés en langue étrangère. Et dans les cas dans lesquels la France est minoritaire, mais pas que, ça peut être aussi majoritaire, mais bon, en tout cas c'est un dossier dans lequel il y a surtout, ce qui est surtout évalué, c'est les scénarios, parce qu'on soit c'est le dossier artistique qui est la base. Même je pense qu'on ne dépose même pas un plan de financement dans la première fois, donc du coup c'est quelque chose d'assez orienté artistiquement, donc c'est pas si, ça ne demande pas un détail si technique comme c'est le cas des médias. Donc voilà, en fonction de chaque dépôt, on avance. On sait qu'on ne va pas non plus déposer trop tôt à une aide. Par exemple, le cinéma du monde, on tient compte aussi de si tu peux redéposer une deuxième fois. Tu ne déposes pas de la même manière quand tu peux venir une deuxième fois que quand tu as juste une occasion pour présenter le projet. Donc, d'ailleurs, on a été tous les 3 membres de Cinéma du Monde. Oui, tout à fait. Si je ne me trompe pas. Et il y a une compétition énorme, c'est ça qu'il faut savoir en fait. C'est surtout tous les guichets en France sont saturés de demandes de dossiers, donc on a plutôt intérêt à bien préparer son dossier. Oui. Et je suis d'accord avec ce que tu dis, le scénario évidemment doit être dans sa version la plus aboutie, mais ce qui compte aussi énormément, c'est la vision du projet qui peut transpirer de la note d'intention du producteur et de la note d'intention du réalisateur. Ces notes-là sont clés, en fait, pour contextualiser un scénario et donner l'assurance qu'il y a vraiment une vision au-delà juste du scénario de ce film, et où est-ce qu'il va se retrouver, et pourquoi est-ce que le réalisateur fait ce film, pourquoi avec ce producteur-là, comment le producteur va le financer. Enfin, tout ça, c'est aussi important que le scénario. Non, Georges, tu te souviens de... Oui, oh là là. Et surtout ne pas dire ce film, je veux le faire à la façon des frères Dardenne, ou d'invoquer un certain nombre, des noms célèbres de réalisateurs, mais bien d'expliquer la façon de tourner, le cas échéant de faire même des comparaisons avec les films précédemment réalisés, et puis de dire ce que ce film apportera de nouveau par rapport à la façon de tourner. Oui, c'est tout ce qu'ils viennent de dire. Et la différence par rapport à Média, c'est que Média, quand je dis que c'est très technique, c'est que
en plus d'avoir cette vision, en effet, de la note d'intention, de la note de production, il faut vraiment argumenter toute la stratégie de production, de développement d'une façon très complète, en fait. Donc c'est ça qui demande même voilà, il faut prouver toute la stratégie que tu es en train de préparer. Il faut vraiment créer un argumentaire très universitaire d'ailleurs, on pourrait dire. Et du coup, c'est ça la complexité de chaque dépôt. Surtout que le choix se fait en deux phases. Il y a d'une part une réponse sur le projet en lui-même, et puis ensuite il y a le calcul du montant, enfin, qui sera accordé. Donc le chiffrage. Merci. Et comment se répartissent les demandes d'aide entre coproducteurs? Comment vous voyez ça entre vous avec les différents partenaires? Il y a des aides qu'on peut demander ensemble. Justement, l'exemple en fait du co-développement de médias est super intéressante. Il y en a très peu, des aides comme ça, où on peut, dès le développement, avec un partenaire, initier un projet, se dire qu'on va aller chercher de l'argent en développement ensemble. Je trouve ça assez fort en fait dans le message que ça envoie aussi et dans l'assurance que ça peut donner dans cette coproduction-là. Ou sinon, si on est vraiment en train de co-développer ensemble, chacun cherche dans son pays les différentes sources de développement, et selon la structure juridique qu'on a mis en place avec notre auteur, on peut l'un et l'autre aller chercher des fonds différents dans notre pays. Et une fois que le film rentre en production et qu'on recherche des financements pour la production, là, on peut chercher des aides qu'on ne peut avoir que si on a mis cette coproduction-là en place, comme Eurimage qui avait été cité auparavant, ou comme Ibermedia, qui sont spécifiques pour des coproductions entre des pays de l'Amérique latine et maintenant l'Italie et le Portugal également. Et donc, on sait que pour avoir accès à ces aides-là, ou en tout cas pour même candidater pour ces aides, il faut déjà qu'il y ait des financements en place dans chaque pays. Il y a des règles très précises par rapport à ça. Et par rapport à d'autres aides qu'on peut avoir ensemble, après c'est plutôt l'argent du marché qu'on va aller chercher ensemble, que ce soit un vendeur international qui va venir vendre le film pour le compte de tous les coproducteurs et qui va vendre en fait les territoires restants, excluant les territoires de coproduction. Vous voulez rajouter? Il y en a d'autres, pas? Ouais. Maintenant, il y a une aide aussi intéressante. D'ailleurs, je trouve ça dommage que la France n'y soit pas. C'est dommage que Michel ne soit pas ici, Michel Plazanet du CNC. J'aurais bien voulu lui en parler. C'est une aide entre des pays nordiques spécifique à des réalisateurs qui viennent de pays en difficulté et qui ont un statut d'immigrants, en fait. Et je trouve ça très intéressant. C'est une nouvelle aide. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Vous en avez entendu parler? Le jury, mais un peu ah comme non, là tu parles de Caméra. Comme le World Cinema Fund, un peu dans le style du World Cinema Fund. Alors tu parles en France de la résidence. De Caméra, Caméra Libre, oui, non qui est une aide qui vient du CNC pour des réalisateurs en situation de difficulté dans des pays en guerre, etc., pour des raisons politiques. Ça, c'est super que ça existe. Mais là, récemment, une initiative qui date d'1 an, je crois, que qu'entre des pays nordiques, où on peut aller avec un projet d'un réalisateur immigré. Et dans ce cas-là, ces différents pays vont investir dans le développement de ce projet. Ouais. Mais je ne me souviens plus du nom. Je pensais que parfois il y a aussi des pays qui peuvent avoir des aides communes, comme le mini-traité franco-allemande par exemple, qui est assez généreux d'ailleurs, que c'est une aide qui est déposée simultanément par la France et par l'Allemagne, et donc déposée du coup au CNC et au FFA. Et donc c'est pour encourager les coproductions entre ces deux pays, mais je pense qu'il y a aussi un accord entre la France et l'Italie. Et je ne sais pas si encore un autre. Alors tu as raison, il y a des mini-traités entre plusieurs pays et qui sont des traités sur le long terme, et il y a des mini-traités que le CNC met en place pour des pays particulièrement en difficulté financière. Il y en a eu avec la Tunisie, il y en a eu avec la Grèce, il y en a eu avec le Portugal, mais ces mini-traités-là ont vocation en fait à être éphémères, juste pour venir pallier un problème politique ou un problème financier du pays. Mais effectivement, par exemple, l'aide franco-allemande, moi je viens de l'avoir pour un projet d'une réalisatrice
soudanaise, parce qu'on co-développe en fait ce projet-là avec un partenaire allemand, et c'est très très intéressant. Au niveau d'Arte, il y avait aussi le grand accord, non? Oui, bien sûr. Entre la France et l'Allemagne. Donc ça veut dire que les deux chaînes, enfin la partie allemande d'Arte et la partie française d'Arte, peuvent s'investir dans un projet, enfin, de façon concomitante. Merci. Alors du coup, il ne reste plus beaucoup de temps. Je vous remercie déjà pour toutes vos réponses. Et si le public a des questions, du coup, c'est le moment de les poser. Oui. Bonjour, ouais, j'avais une petite question sur la quinzaine de réalisateurs. Je voulais savoir, enfin, je parlais tout à l'heure d'Amandine de labellisation. Est-ce que il y a certaines catégories de Cannes, enfin de Cannes ou de n'importe quel festival d'ailleurs, qui sont favorisées par rapport à d'autres? Parce que, enfin, à titre personnel, j'ai l'impression que c'est plus la semaine de la critique qui est favorisée, ou un certain regard. Et alors que pourtant les films de la quinzaine sortent aussi au cinéma, il y a une belle couverture, et je me posais la question s'il y avait vraiment des inégalités sur ce sujet-là. Déjà, la semaine de la critique n'est que pour les premiers et les deuxièmes films. Ensuite, la quinzaine et l'officiel, un certain regard, et la compétition sont ouverts à tous les réalisateurs. Donc déjà, pour la semaine de la critique, ça limite déjà au premier et deuxième film. C'est un endroit assez extraordinaire, justement, pour lancer des premiers et deuxièmes films. D'ailleurs, ils ont aussi mis en place un workshop qui s'appelle Next, et qui accompagne les réalisateurs qui ont leur court-métrage en compétition chez eux. Et ils leur offrent en fait une semaine de workshop avec des professionnels pour les accompagner dans leur passage du court au long. Ce qui fait un endroit assez attractif pour de jeunes réalisateurs qui non seulement vont se faire connaître avec la sélection de leur court-métrage, mais qui ensuite, souvent, ils ont un projet de long derrière, vont pouvoir être accompagnés dans ce passage-là et trouver des partenaires. Par exemple, moi, j'avais rencontré, parce que j'étais experte pour eux, j'avais rencontré un réalisateur brésilien dont le court avait été en compétition à la semaine de la critique, qui s'appelle João Paulo Miranda, qui ensuite a été à la résidence de la Ciné Fondation et que j'ai accompagné dans son premier long métrage, qui était ensuite sélectionné à Cannes, à Saint-Sébastien, à Toronto. Donc en tout cas, c'est un endroit formidable pour les premiers et les deuxièmes films. Ensuite, entre la quinzaine et l'officiel, c'est aussi une coloration qui, pour la quinzaine, qui souvent dépend aussi de son directeur artistique et de ce qu'il veut donner comme impulsion et comme parti pris dans une édition particulière. Je trouve que la coloration de la quinzaine change souvent avec son directeur artistique, qui vient de changer cette année. Maintenant, ça ne s'appelle plus la quinzaine des réalisateurs, mais la quinzaine des cinéastes. En ce qui concerne l'officiel sur la compétition et un certain regard, souvent la compétition c'est pour des réalisateurs plus confirmés et un certain regard pour des réalisateurs émergents. Mais je vais vous laisser aussi compléter aussi. Non, je peux donner un peu un exemple récent de nous. Cette année, on avait un film à la quinzaine et un film à la semaine de la critique. C'est vrai que le film El Agua de Elena López Riera, c'est un premier film espagnol qu'on a coproduit, qui est passé d'ailleurs par la résidence et qui a eu média. Donc c'est un exemple qui sert pour les deux. Et en fait, c'est un film qu'on a montré à la quinzaine. On l'avait montré très tôt, ça en décembre. Et parce qu'en fait, Berlin nous invitait, et Berlin l'avait vu en premier, parce qu'ils étaient pressés de le voir pour la sélection qui a lieu en février, le festival. La quinzaine l'a vu, et ils nous ont invités tout de suite, après visionnage, et en décembre, ce qui est très rare. Ça, en tout cas, parfois c'est tôt, mais décembre, c'est très très tôt. Donc là, on a hésité d'attendre, le montrer à la semaine de la critique, ou de le montrer à un certain regard, qui est un peu les endroits possibles auxquels le film pouvait aller.
Mais en fait, il y avait un tel enthousiasme de la quinzaine qu'on s'est dit qu'on était à la bonne place, en fait, que c'était vraiment cet endroit, et c'était un pari aussi que la quinzaine décide d'inviter un film. Bon, après, la particularité, c'est un film espagnol, donc les quotas des films français, c'est différent, parce qu'ils vont peut-être pas inviter tout de suite un film français, parce que les films français arrivent très tard, et il y a des quotas non officiels qui doivent respecter. Donc je pense qu'ils avaient peut-être une visibilité des films espagnols potentiels cette année. Et ça leur avait convaincu assez pour se dire qu'ils pouvaient donner l'invitation de leur premier film espagnol pour El Agua. Donc du coup, on n'a pas hésité à attendre le retour de la semaine ou de le montrer même à certains regards. On est allé sans le montrer ailleurs et on est très content de l'expérience à la quinzaine, alors que voilà, donc on était très bien. Moi, je peux rajouter aussi que le Festival de Cannes, c'est, à mon sens, le plus grand festival de cinéma du monde, tout simplement. Et donc, évidemment, on rêve toujours de présenter et de lancer un film au Festival de Cannes. Évidemment, être en compétition au Festival de Cannes, c'est vraiment le Graal. Après, ça dépend toujours de l'écrin dans lequel un film est lancé et l'enthousiasme de celui qui le sélectionne et à quel endroit, quel jour, quelle date précis pendant le festival ce film va être montré. Tout ça compte énormément. Il y a tellement de films qui sont montrés pendant le festival, tellement de sollicitations, pas seulement pour les spectateurs, mais aussi pour les journalistes, pour les distributeurs qui vont faire leur marché annuel et qui vont regarder des films et l'acheter pour leur pays. C'est à tous ces gens-là qu'on s'adresse, parce qu'évidemment, il y a le grand tapis rouge. Mais derrière ce tapis rouge, il y a un véritable marché derrière, où les films se vendent et s'achètent, et où des distributeurs vont vraiment faire leur marché. Donc ce tapis rouge-là, les journalistes qui vont écrire des articles sur les films, tout ça va aider et nourrir en fait ce business qui se passe derrière les escaliers dans le marché du Festival de Cannes. Donc que ce soit à la quinzaine, à la semaine, à l'officiel, selon la réception de ce film, il va y avoir un buzz plus ou moins bon qui fera que le film peut connaître le meilleur comme le pire dans sa carrière, très fortement, puisque c'est le plus grand festival du monde entier où tout le monde se retrouve de manière annuelle, et quasiment c'est un passage obligé pour qui travaille dans le cinéma de se retrouver à ce moment-là. Et donc la carrière d'un réalisateur d'un film peut vraiment être décisif pendant sa projection à Cannes, et être décisif et avoir des conséquences sur la carrière du film à l'international et des conséquences financières sur les ventes potentielles du film. Voilà. Et on a un vendeur international, souvent, dont le métier est ensuite de négocier et de vendre derrière ces escaliers-là, ce tapis rouge, à des distributeurs du monde entier. Voilà. Et c'est pour ça qu'un film, il faut bien réfléchir, enfin, pour un film en sélection officielle, enfin, parce qu'il peut être noyé ou bien détruit, enfin, alors qu'à la quinzaine ou à la semaine de la critique, il est plus protégé. À la semaine de la critique, il y a 8 films qui sont sélectionnés, donc c'est vrai que c'est un endroit où les films sont beaucoup plus mis en lumière, parce qu'il y a vraiment une sélection très très restreinte comparée à même la quinzaine, à certains regards, ou la compétition où il y a une vingtaine de films par section. Donc c'est vraiment voilà, un des éléments aussi. La compétition est plus compliquée, mais les films sont plus mis en valeur. Voilà. Ça répond à votre question ? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public ? Non. Ok. C'est vrai qu'il est l'heure. Donc on va conclure ici. Merci beaucoup Margot Lacoste, Alejandro Arenas, Georges Goldenstern et Didar Doméry. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci au public d'être venu et à notre tutrice Xenia Mingo. Merci à vous. Merci. Avec plaisir.